J'ai passé le lien. Ok, donc là normalement ça doit avoir pris la diffusion. Donc on aura un petit décalage avec le live, hein. Mais bon, c'est pas, je pense que ça sera pas bien grave. Donc voilà, bah, sachant, on verra tout ça après dans le gros sujet D'accord. ensemble. Il y a Jérém aussi qui nous présentera. Tu nous présentes quoi, Jérém, ce soir dans la boîte à outils Alors, on va peut-être faire une compile. Je sais pas si Francis a prévu de parler d'un bouquin finalement. Si, il a prévu d'en parler. Un bouquin qui a l'air Ouais. vachement intéressant en plus. Donc Ok. Francis, il a l'air. Francis, il est touché ouais, ce soir. Il est fatigué, ça se sent. Mais c'est pas grave, on va te réveiller, Francis. Mais T'inquiète je pas. suis là. Ouais, t'es là, t'es là. Donc Jérém, ouais, tu sais de quoi tu vas parler? Je vais parler de Basecamp, ouais, le super outil qu'on utilise et que Ah, tout super, le monde devrait cool. utiliser. Super ça. Eh bien, déjà pour commencer, on voulait faire un gros big up à la stickerie. C'est toi, Jérém, je crois, qui avait souligné ça, parce que c'est vrai qu'ils parlent tout le temps de nous dans leur newsletter. Alors, je sais pas Ouais. si vous connaissez tous la stickerie, mais je pense que si. C'est des gens qui sont là depuis super longtemps sur le web et qu'on connaît, je pense, à peu près tous, qui permettent, qui ont fait, qui étaient un peu les premiers à faire des amalgames de stickers, donc ce qui leur permet d'avoir des prix super intéressants sur quand vous voulez faire 1000 stickers. Il y a tous les formats rond, carré, rectangle. Bon, faut vraiment aller faire un tour sur leur site. Donc un gros big up à eux parce qu'à chaque fois ils parlent de nous, ça fait plaisir. Et vraiment quand vous avez besoin de stickers, faut pas hésiter à aller chez eux. En plus c'est un couple, ils sont super sympas. Donc Ouais. voilà, c'est une justement, je pense que dans les side projects, ça devait faire partie de leur premier side project. Et puis c'est une aventure qui dure depuis maintenant vachement longtemps. Donc voilà, on le soulignait et ça Et fait puis vous plaisir. pouvez quand même vous inscrire à leur newsletter, même si vous voulez pas faire de stickers, parce que rien que leur newsletter, elle est cool. Ils mettent souvent en avant des graphistes, des illustrateurs. Et voilà, donc on fait un bisou à Manu et à Val et on les remercie. Voilà, donc ça c'était pour commencer à remercier les gens. Moi je voulais vous parler d'un truc qui se passe, je sais pas si vous avez vu ça, ça s'appelle Stand-in. Stand-in. Est-ce que vous avez suivi un petit peu ce truc-là? Sacha, toi tu as vu ce truc-là passer? Ouais, c'est un truc pour faire des prototypes depuis Photoshop, c'est ça? Exactement, Mhm. exactement. Alors J'ai c'est vu quelque chose qui n'est passer. pas sorti. Alors déjà, est-ce que quelqu'un l'a testé? Parce que j'ai vu qu'il y avait de la bêta qui était disponible. Personne l'a testé, Non, pas Jérém? encore. Non. Ok, donc le truc c'est qu'effectivement il y a de plus en plus de plugins, on en parle de plus en plus dans Walking Web, dans Photoshop qui s'installent et qu'on peut ajouter. Et celui-là est vachement intéressant parce qu'effectivement il va vous permettre de faire vos maquettes Photoshop directement en relation sur votre iPhone. Donc ça permet de voir le résultat en direct. Alors il y avait déjà plein de choses, je sais, des petites applis qui faisaient ça avant, sauf que là, l'intérêt, c'est que apparemment, elles s'animent directement. Donc on va pouvoir mettre un bouton qui va vraiment avoir le rollover, le clic. On va pouvoir mettre un scroll vers le bas. Enfin, c'est super intéressant. Et donc ça, j'ai vraiment hâte de tester. Vraiment hâte de tester ça. Sacha, toi, niveau prototype, tu utilises quoi traditionnellement? Quand tu fais du prototype d'appli comme ça, tu es dans Photoshop ou tu utilises toutes les applis extérieures À vrai dire, ça fait un moment que j'ai pas fait de design mobile, mais il y a une appli que j'aime bien quand même, c'est Flinto. je connais. C'est ça, c'est une appli de prototype et c'est vraiment bien parce que c'est une appli web, mais il y a toutes les transitions iPhone, on peut faire les boutons, les calques, un peu tout. Une autre appli que j'avais bien aimée aussi, c'est Pop, Mhm. Prototyping on Paper. Ouais, Celle-là, j'ai. ouais, très sympa celle-là, je la connais celle-là. Ça, Ouais, c'est tout donc, simple et c'est assez cool, ouais. Mhm. Mais ouais, voilà, là l'intérêt c'est un peu le truc. En plus, j'ai vu qu'il y avait un système de partage avec les clients, c'est-à-dire qu'on peut envoyer apparemment un lien ou quelque chose comme ça que le client va pouvoir visualiser. Donc, il voit vraiment une sorte de maquette qui bouge. Donc, je pense que ça, c'est avec une interaction avec le client direct, ça peut vraiment être intéressant, quoi. Et ouais, donc ça vous parle tout ça, Francis? Tu l'as vu passer ce truc-là? Stand-in, j'ai vu passer des outils de prototypage, il y en a quelques-uns depuis un petit moment, mais là, si avec Photoshop, on pouvait faire quelque chose. Enfin, moi, j'ai l'impression quand même que Adobe et d'autres se bougent un peu les fesses là depuis quelques mois pour adapter Photoshop au web design. Je sais pas ce que ça va donner, mais je trouve qu'il y a quand même pas mal de. Ça bouge de ce côté-là, donc est-ce que Adobe aurait compris le besoin des web designers pour Photoshop? J'ai l'impression que oui, quoi. Donc Bah, après, là, je- c'est pas forcément Adobe qui l'a compris, c'est les non, web non, designers mais je qui veux dire, trouvent pas le ouais, ouais, mais il et y a qui développent leurs je trouve qu'il propres y a de outils plus qui en se plus pluguent. d'applications externes ou de plugins ou même Adobe de son côté. Je trouve Mm. que
ça bouge en faveur de Photoshop, quoi. Ouais, d'ailleurs, il y a le truc qui est sorti il y a pas longtemps, là, j'ai plus le nom en tête, on en a tous parlé. Je trouve ça, voilà, Adobe Generator, qui est utilisé par Stand-in, je crois d'ailleurs, non? Je pense que oui. Alors, je sais pas s'ils se sont appelés. Je sais que le kit de développement était disponible. Donc, est-ce qu'ils ont pris effectivement cette base-là? Ça, j'ai pas suivi. Mais je sais qu'effectivement, Adobe a rendu complètement libre le truc. Donc, effectivement, ça, c'est un truc vraiment d'Adobe. C'est génial. Pour info, c'est le truc qui vous permet directement depuis vos maquettes Photoshop, en nommant bien vos calques, il va générer automatiquement les PNG, les JPEG, etc. de vos calques. Chose que je pense qu'on attendait plus ou moins tous pour parler correctement avec son intégrateur. C'est assez cool. Et comme disait Jérém, effectivement, la différence, c'est que là, c'est vraiment un plugin développé par une boîte indépendante. Et ça, je trouve ça génial de tout ce truc. Enfin, c'est vrai qu'on en parle à chaque épisode, mais c'est vrai que c'est le gros truc cette année-là. Cette ouverture au plugin directement dans Photoshop, c'est vraiment cool. Vraiment cool. Ça te donne pas des idées, toi, Sacha, justement, toi qui fais toujours plein de petits... Il y a des bonnes idées, je pense, à choper pour ajouter, améliorer la... Je sais pas, il y a plein de choses à penser, j'imagine. Carrément, ouais. Ouais, il y a plein de choses à faire. Mais enfin, c'est un point que je voulais évoquer peut-être plus tard, c'est quand on fait des side projects, il faut faire attention à pas trop se disperser quand même. Donc ça, j'ai décidé que c'était un domaine que je laisse à d'autres qui le font déjà très bien. Comme c'est quelque chose que j'ai pas vraiment regardé encore, je préfère me limiter un peu, quoi. D'accord. Ouais, mais je pense que tu as bien raison, parce que c'est un peu le problème des side projects, c'est qu'on en fait tous un peu et qu'on en sort de partout et qu'on a du mal à se concentrer après sur vraiment un truc en détail. Côté news, vous avez des choses, les amis? Parce que moi, sinon, j'ai autre chose. Je sais pas si vous vouliez parler d'un truc en détail. Ouais, je voulais parler de ça. Je vous envoie le lien aussi dans le chat. De toute façon, on le partagera aussi comme on fait traditionnellement dans l'article. C'est quelque chose qui parle en fait de l'impression à la demande. On parle d'une révolution pour la presse écrite. Est-ce que vous avez passé cette news? C'est un truc un petit peu particulier, donc c'est pas forcément quelque chose que vous avez vu. Ça vous parle, ça? Si, j'ai vu passer un titre là-dessus, ouais. Parce que c'est un point de vue vachement intéressant, parce que c'est toujours un peu le truc de la presse online. Il y a eu tous les e-books, donc aussi, Sacha, on en parlera bien en détail tout à l'heure, puisque toi, tu es friand de l'e-book et tu t'en as écrit pas mal, et ça prouve aussi que le business model est très bon, parce qu'on sait, Francis aussi, je sais que tu es en pleine réflexion autour de... on en avait parlé un peu de faire des e-books, etc. Parce que le vrai problème, c'est le marché de l'édition imprimé. Bon, bah ça coûte cher, faut faire un certain nombre d'exemplaires, etc. Et là, l'idée, c'est que ils foutent une espèce de borne. Ils mettent ça dans les hôpitaux, dans les centres commerciaux. C'est un truc qui est vraiment en test. On va choisir, c'est une sorte de kiosque numérique, donc ça ressemble un peu à l'appli kiosque que vous connaissez peut-être sur iPad, sauf que là, on va vraiment imprimer son magazine. Donc c'est un peu la différence, c'est qu'au lieu de le choper en e-book, il y a plein de gens encore qui aiment le papier, qui aiment l'avoir entre les mains et se balader avec. Et bien là, c'est à ça que ça sert. Ils vont vraiment, tu vas commander ton e-book direct, enfin ton magazine directement. Voilà, au kiosque, et il te l'imprime à la demande. Donc, il t'imprime un exemplaire, donc fait en numérique, comme ça se fait aussi de plus en plus. Alors, j'ai pas l'idée du prix, j'ai pas l'idée de la qualité du papier, j'ai pas. L'article est intéressant, vous pourrez aller le lire, mais je trouve le concept vachement intéressant. Ça évite, alors je pense que les buralistes vont gueuler grave, mais le concept même d'imprimer à la demande, je trouve ça pas mal. Vous en pensez quoi, ça, Jérém? Déjà, ça se fait de plus en plus en ligne avec tous les sites comme Blurb et Lulu, où tu peux te créer ta propre édition de bouquin ou autre, et il est imprimé quand la personne le commande. Donc ça, c'est déjà intéressant. Après, que ce soit dans un lieu public, je pense que ça peut donner un petit coup de boost à la presse traditionnelle, entre guillemets. Ça peut être intéressant. Donc pourquoi pas. Après, oui, c'est sûr que les buralistes vont gueuler. Mais de toute façon, les buralistes qui sont dans les gares et compagnie, c'est pas forcément les personnes les plus agréables. Donc, ils gueulent déjà. Ouais. Mais après, je vois pas finalement ce que ça peut apporter pour les gens de différents, si ce n'est attendre un petit peu plus son magazine, quoi, par rapport à quand on va dans une presse où on le prend et on peut le lire tout de suite. Mais tu le prends à condition qu'il soit disponible. Des fois, il y en a plus, et là, tu peux l'avoir. Tu sais que tu peux y aller et que tu l'auras obligatoirement. Oui, alors,
C'est vrai, mais après au niveau aussi, il faudrait voir au niveau des coûts. Moi, j'ai l'impression que c'est intéressant surtout par rapport, voilà, Les distributeurs. quand on produit un Mm. grand nombre d'exemplaires, on ne sait pas si on va pouvoir les écouler. Exactement. Qu'est-ce qu'on fait après des invendus? Donc là, c'est vrai que c'est une solution qui peut pallier à ça. Mais bon, imprimer aussi en grand nombre d'exemplaires, c'est ça aussi qui réduit les coûts de fabrication. Voilà, combien ça coûte finalement de produire C'est à ça, la demande. faudrait effectivement imaginer, savoir le prix de combien va coûter un magazine à l'impression, sachant que quand tu passes par des, je sais pas, des Hexaprint par exemple, tu peux arriver à des 10, je sais pas, peut-être 10 euros à avoir un magazine qui est relié, etc. Donc bon, si tu chopes c'est impossible Ouais, d'avoir ce prix-là. là encore, le souci que tu risques d'avoir, c'est d'avoir une mauvaise qualité de papier, d'impression, des conneries comme ça, Mais ça encore, et dans les finalement, ça personnes peut produisent, pêcher les sur gens- certains types de magazines, quoi. C'est ça, c'est ça. Ça, c'est clair qu'il y a que certains les gens, Moi, je magazines. parle pas du magazine étape où là, si tu l'imprimes sur une borne, je te raconte pas la différence, quoi. Ouais. Mais Ouais. bon, Sacha, t'en penses quoi, toi, ça? J'avoue que je suis un peu sceptique. Moi, je vois plutôt une évolution dans l'autre sens, vers les magazines vraiment haut de gamme. Pour le Mhm. design, il y a Offscreen ou Eight Faces, Mhm. des petites séries vraiment haut de gamme. Mhm. Ça, je suis prêt à mettre de l'argent pour l'acheter. Après, pour avoir l'eBay imprimé, j'aime autant le lire. Ouais, ouais, c'est vrai. ouais, On en ouais, avait pas allez-y. mal parlé, ça déjà de Eight Faces et qui sont des super exemples effectivement d'impression haut de gamme. Après là, je pense que c'est plus le truc justement de la nana qui va se prendre son petit Voici ou Gala juste avant de prendre le train. Est-ce que elle préfère pas avoir le petit truc en ligne pour le lire le petit truc en main pour l'avoir à la plage plutôt que nous les geeks avec nos e-books où on est les seuls à la plage à avoir notre iPad qui prend le sable. C'est plus Et où on ça. voit rien à cause des reflets du soleil. Exactement, ouais. Donc on galère, on galère comme des cons pendant une heure. Et puis vu qu'on a le Wi-Fi ou la 3G, on essaye d'aller faire autre chose en fait au final. Mais ouais, après voilà, bon, c'est en tout cas voilà, c'est effectivement c'est assez, je trouvais assez marrant cette idée de proposer un peu ce détournement de la presse numérique vers la presse papier, parce que je pense qu'il y a quand même des gens qui effectivement sont toujours fans de papier. On passe à ta rubrique, Francis. De Yes. quel Alors petit bouquin justement, tu vas nous je parler? commence là, on parlait d'Eight Faces. Mhm. Alors c'est intéressant parce qu'on parle de papier, on parle de side project parce que Eight Faces avant tout c'est un side project d'Elliot Stocks. Je l'ai rencontré il y a 2 semaines, je crois, un truc comme ça, à la Smashing Conf à Freiburg, et il me disait que ça va s'arrêter à la fin de l'année, ça sera le dernier numéro. Ah merde. Et ils disent pourquoi? C'est quel est le. Mais en fait, il est pas trop rentré dans les détails. Il m'a dit que les side projects pour lui, ça commençait à prendre un peu trop de place. Que maintenant, il est creative director chez Typekit, donc il a un peu moins de temps. Et surtout, euh, bosser comme ça, être ton propre éditeur, t'occuper de l'impression des bouquins et ainsi de suite. Il gère une petite équipe derrière Headfaces, derrière Insights, derrière Digest maintenant. Ça lui demande énormément de boulot. Et le retour sur investissement, là justement, est super important pour Headfaces parce que c'est ça qui lui a permis d'avoir le job chez Typekit. Quand ils l'ont contacté, c'est assez sympa. Et il m'expliquait qu'ils ils l'ont appelé, ils l'ont pas demandé son CV ni quoi que ce soit. Ils ont dit on adore ce que tu fais sur Headfaces, on est persuadé que tu pourrais faire du super job chez nous. Donc il s'est fait embaucher à partir d'un side project. Donc c'était juste la petite parenthèse. Moi je trouve, moi c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Headfaces, je trouve que c'est un super magazine. Et moi, j'avais vu la première conf qu'il avait fait en 2007-2008 sur les side projects et sur lui, il estimait que ça doit prendre entre 30 et 40% de ton temps. Et moi, j'avais bien aimé cette manière de faire. Et finalement, aujourd'hui, lui, ça prend de plus en plus de place, voire trop de place. Mais malgré tout, ça lui a permis d'avoir un job dans une bonne boîte, quoi. Donc, c'est plutôt intéressant. Et ouais, Après, le retour, il n'est ouais. pas toujours directement financier, quoi. Ça crée aussi pas mal de contacts et ça aide pour le réseau. Sacha, tu nous en diras plus justement là-dessus, parce que tu es pile là-dedans, ce côté rentable du side project, parce que soit on fait des side projects pour le kiff, comme on fait tous, soit on le voit, si on peut cumuler les deux, le kiff et la rentabilité, c'est génial, mais effectivement, c'est souvent le problème, ça, les side projects qui presque coûtent de l'argent, ou en tout cas coûtent du temps, et le temps, c'est de l'argent, donc quelque part, ça Mais c'est sûr que c'est intéressant.
Sinon, par rapport au bouquin, moi je comptais vous parler d'un bouquin qui s'appelle je crois que c'est La Vache Pourpre en C'est ça. français, The Purple Cow de Seth Godin. Mhm. Et en fait, le concept que j'aime bien dans ce bouquin par rapport au sujet de ce soir, c'est que moi j'ai lu ce bouquin et ça m'a rappelé énormément de choses que j'ai pu faire pour un side project qui s'appelle Pixel, qui est une vente de thèmes WordPress sur Internet, une boutique. Et ça m'a bien montré en fait ce qu'on a bien fait et ce qu'on a mal fait. Et ce qu'on a bien fait, enfin, ça montre pas mal de choses par rapport à si ton side project tu le fais pour le kiff, pour le fun, bon c'est différent. Mais si tu veux en faire quelque chose ou tu veux en gagner de l'argent, il y a quand même quelques idées à bien mettre en place et il aborde certaines de ces idées que moi j'ai trouvé intéressantes et qui nous a un peu montré où on s'était un peu planté. Et il y a notamment une idée que moi je trouve intéressante et j'aimerais bien avoir l'avis de Sacha là-dessus. C'est lui il estime que dans tout business il y a un leader et des followers. Et que quand tu arrives sur un marché pour juste faire comme le leader qui lui gagne plein de thunes et que toi tu dis ben moi je vais faire pareil, et tu te mets en quelque sorte comme followers et tu vas ramasser les miettes et te dire bah peut-être que je vais réussir à gagner autant de thunes que lui. Bon c'est un peu naïf mais il y en a quand même qui le font. Finalement c'est une grosse erreur. On le sait tous mais beaucoup de gens le font. C'est une erreur parce que finalement celui qui est important dans tout ça c'est le leader, c'est pas les followers. Et que finalement, bah, tu vas toujours suivre, tu vas toujours être derrière, et lui, il va évoluer, tu vas évoluer derrière lui, et finalement, tu vas jamais vraiment avoir de réussite. Et ça peut paraître basique, mais c'est quand même super important. Et par contre, lui, il estimait que c'est pas la peine de se lancer tant que t'as pas une idée pour laquelle tu penses que ça peut faire tilt, quoi. Qu'il peut se passer quelque chose, qu'il y a un besoin qui est derrière, auquel personne n'a répondu pour l'instant. Il y a aussi une idée que toi, tu estimes que tu aimerais bien utiliser tel service et que ce service n'existe pas encore, et que finalement, c'est à toi d'être le leader plutôt que le follower, et de suivre un peu cette voie, et de finalement essayer de développer ton idée comme ça, et de faire en sorte que ton idée mûrisse et devienne de plus en plus grosse et aboutisse. Et finalement, c'est clair que c'est les gens qui décident, le public qui décide sur si ça va marcher ou pas marcher, mais de partir du principe de dire que il y a un gros business, pour moi c'était WordPress, il y a un gros marché pour les thèmes WordPress, il y en a qui se font des millions de dollars, on va faire pareil, c'est une erreur. Nous, ce qu'on a essayé de faire au départ, c'était de faire différemment, de proposer des thèmes différents. Mais on s'est rendu compte aussi que là, ça marchait pas non plus parce que les gens, ce qu'ils voulaient, c'était d'avoir des thèmes comme les leaders. Ce qui l'intéresse, c'est le thème classique de base pour faire du CMS comme tout le monde. Mais dès que nous, on leur parlait parents-enfants, enfin thème parents, thème enfants et ainsi de suite, c'était trop nouveau et ça leur parlait pas. Et on s'est dit, bon, bah, on va retourner sur une activité de base comme les autres. Ça n'a pas marché parce qu'on faisait comme les autres et qu'il y a déjà beaucoup de monde. Et une activité nouvelle, bah, en fait, Seth Godin, à ce niveau-là, il a aussi un avis, c'est que bah, l'idée, tu la lances et tu attends de voir si ça marche. Si ça marche pas, bah, tu la reprends, tu la laisses de côté, tu attends de voir si le marché va remûrir un peu pour replacer ton idée. Sinon, tu pars sur d'autres idées. Mais d'essayer de suivre les autres en espérant que tu vas devenir aussi bon qu'eux, c'est une fausse idée. Et c'est quelque chose, enfin moi, pour pas trop mal connaître WordPress, c'est quelque chose qu'on a vu énormément et qui fait qu'on a énormément de boutiques aujourd'hui dont peu sont rentables, quoi. Voilà. En gros, le bouquin est pas très gros, il fait 150 pages. C'est toujours une idée récurrente que je viens d'expliquer. Il rentre dans des détails. Il parle beaucoup d'exemples. Il donne beaucoup d'exemples de boîtes américaines qui ont réussi ou d'autres qui ont échoué à ce niveau-là. Il parle beaucoup d'Apple qui est très très bon en la matière et d'autres qui le sont moins bons. Notamment ceux qui persistent à penser que faire des campagnes de pub à plusieurs milliers ou millions de dollars dans le New York Times permet toujours d'avoir un retour sur investissement, alors que les gens, quand ils tournent les feuilles de leur New York Times, ils regardent pas les pubs, ils passent à la page d'après. Donc il y a pas mal de choses comme ça, et je pense que si les gens ont envie de créer un nouveau business, ont une idée, mais pas forcément d'aller chercher les VP ou les venture capitals ou n'importe quoi derrière, ça peut être un bon bouquin pour un peu se former à ce business de nouvelles idées et de savoir un peu où on met les pieds et pour se former. Je trouve que c'est vraiment un bouquin intéressant pour ça, pas trop dur à comprendre
Et je pense que par rapport au sujet de ce soir, ça pouvait être intéressant de présenter, quoi. D'ailleurs, je te coupe, Francis. Là, je vois que la baseline, c'est rendez votre marque, vos produits, votre entreprise identifiable. Donc, il y a aussi ce côté très marketing du bouquin qui a l'air. Seth Godin, c'est un gourou du marketing. Hein. Ça s'applique pour tout le monde. Mais ce qui est important, c'est que finalement, il présente pas des idées révolutionnaires. Il présente des choses qui sont très logiques. Moi, je pense qu'il y a pas mal de choses qui fonctionnent de manière naturelle, mais pour lesquelles on a besoin des fois de relire ce bouquin, même peut-être le relire plusieurs fois pour se recadrer un peu, parce que je pense qu'on a un peu de tendance des fois à partir dans tous les sens et que c'est important de savoir où on met les pieds, quoi. Sacha, qu'est-ce que tu le connaissais ce bouquin? Ouais, je le connais. Moi j'aime beaucoup ce qu'écrit Seth Godin et j'aime beaucoup ce genre de bouquins en général. Mais je mets un bémol, je pense que c'est bien de prendre un peu de recul quand même par rapport à ce genre de bouquin, parce que souvent c'est écrit sur un modèle où l'auteur a une thèse, en fait. Par exemple, dans ce cas-là, il faut que le produit soit identifiable, etc. Et ensuite, il va assommer le lecteur avec des exemples pour établir justement sa thèse. Et au final, c'est très très convaincant, mais des fois, c'est aussi un peu un risque, parce que il y a peut-être plein de contre-exemples, mais comme l'auteur ne les a pas mentionnés, on s'en est pas rendu compte. Donc, je pense c'est clair, faut pas être trop naïf comme les mecs qui suivent dans la catégorie WordPress qui suivent les autres. Faut pas non plus faire le contre-pied et dire Seth Godin, tout ce qu'il dit c'est argent comptant et je vais faire tout ce qu'il dit, quoi. Mais je pense que quelque part ça permet quand même de titiller l'esprit et de se dire il y a peut-être quelque chose d'intéressant par là, quoi. C'est bien pour faire réfléchir, mais il faut qu'il y ait cette réflexion par derrière, quoi. Faut pas juste prendre ça exactement. Après, c'est pareil. Je rappelle d'ailleurs, j'en profite pour rappeler qu'on sera la semaine prochaine au Blend Conférence. Et quelque part, ça rejoint un peu le sujet dont on parlera là-bas, puisqu'on va parler vraiment du rapport entre le design et l'importance que ça a, par exemple, pour aller draguer des investisseurs quand on est une start-up. Ça rejoint un peu ce que vous dites, c'est-à-dire, il y a ce côté-là. Il faut avoir une idée. Cette idée, elle est peut-être super bonne. Il y a peut-être des communautés, il y a peut-être quelque chose, un élan, quelque chose à faire. Mais on en revient toujours à ce truc aussi un peu de rentabilité et de marketing quelque part. Est-ce qu'on va faire ça dans un but pour aller justement, comme tu disais Francis, vendre quelque chose? Et dans ces cas-là, il faut bien le réfléchir parce que forcément, on va passer du temps, de l'argent, etc. Alors qu'il y a plein de projets quelque part qui se créent pratiquement tout seuls. Je pense notamment à Vidmerd, VDM, je pense qu'ils sont partis avec plus ou moins rien. C'était une idée comme ça. Et puis le buzz a pris tout seul. Comme souvent les idées un petit peu qui cartonnent, c'est que il n'y a pas de tu l'expliques pas, c'est au bon moment, c'est une bonne idée, c'est un truc qui se fait et du coup on va créer un business après autour de ça parce qu'on se rend compte que ça tue. Et voilà, je pense que ça rejoint un peu ce que tu disais Francis et même Sacha, qu'il faut bien soit il faut bien le réfléchir si on veut avoir vraiment un produit marketeux très bon, soit à la limite faut pas du tout y penser et cette liberté un petit peu de lancer des trucs comme ça, comme tu fais Sacha et comme on le fait tous, quelque part c'est aussi très bon, quoi. En fait, tout le problème, c'est justement que si on veut avoir un truc qui a du succès de manière organique et qui a sa vie un peu tout seul, c'est très très difficile de le prévoir. C'est un peu un coup de chance. Donc, je pense que c'est pour ça que c'est bien de maîtriser les deux. L'autre manière qui est plus classique de marketing, etc. On ne peut pas compter sur je vais avoir une super idée et ça va marcher tout seul. Surtout qu'il n'y a pas besoin d'avoir une si bonne idée que ça, d'ailleurs. Ça peut être quelque chose de très simple, mais qui est aussi bien présenté, qui arrive au bon moment. Combien il y a d'idées finalement qui ont eu du succès, mais qui n'étaient pas si... Il faut pas mal de moules quand même pour avoir une idée qui fonctionne, quoi. Oui, mais la chance, ça une part... Ouais, je rejoins savoir la vendre aussi. En fait. Je rejoins JP, justement, notre invité, là aussi je le rappelle, je fais pas mal de pubs ce soir. Notre invité, c'est Patrice Cassard, qui sera là donc au Blend Conférence, que je pense que vous connaissez tous, puisque c'est le créateur de La Fraise à la base et qui a créé également Archiduchesse. Et toi, ça rejoint un peu ce que tu dis, JP, c'est que Archiduchesse, l'idée de base est pas non plus incroyable quand il avait annoncé qu'il allait vendre des chaussettes sur le web. Je crois qu'on s'est tous dit en disant what the fuck, quoi, des chaussettes, quoi. Critiqué pour ça, ouais, d'ailleurs. Bah oui, mais justement, je trouve que le génie, il est là, c'est que justement, oui, il va vendre des chaussettes, ouais, mais
il a amené... Personne ne l'avait fait comme lui en fait avant. Exactement, exactement. Il a amené tout un concept et toute une image de marque et tout un, je sais pas, quelque chose, un univers qui fait que l'idée au débat à la base n'est pas faux folle, mais ça devient un truc énorme juste parce que tu l'as super bien tourné et que ça fonctionne quoi. Donc la com et le design sont vachement importants pour ce genre de choses. bah, ça sera le sujet de Surtout notre pour conférence à Archiduchesse, Blend. quoi. Exactement, Archiduchesse, le nom est génial. Enfin, il y a un espèce de truc. Bon, là, c'était un teasing pour la conférence de la semaine prochaine, mais ça rejoint vachement notre sujet. Alors, je vois déjà qu'on a bien avancé sur le gros sujet. Alors, c'est comme d'habitude, en fait, on n'arrive pas à s'empêcher de rentrer dans le gros sujet avant qu'il commence. Francis, je dis qu'il est disponible. Alors là, je suis sur la Fnac, mais il est sur Amazon. Le bouquin est à peu près 18 €. Je vois qu'il a 17 Non, €. sur Amazon, il est à 9 € en ouais. relié. Je viens de le commander. Tu peux l'avoir en Kindle en anglais. Jérém commande toujours les bouquins que Francis présente, faut le savoir. Ouais. Sacha, faut que tu sois au courant. Jérém commande tout ce que Francis présente. Voilà. Pendant l'épisode, c'est ça qui est sympa. Francis, tu vas présenter un de mes bouquins la prochaine fois? Si tu veux. Mais pour cela, faut que tu me l'envoies. Ah. Faut que je l'ai sous la main. Ouais, il essaye de gratter. Francis essaye de gratter. Non, mais c'est vrai que ça serait vachement intéressant. Il est disponible aussi. Pour ceux qui sont anglophiles, il existe aussi en anglais, en format Kindle, et il est vraiment pas cher du tout, quoi. Ah ouais, d'ailleurs, Sacha, tes bouquins sont-ils en français tous? Non, ils sont tous en anglais. Ouais, mais tu vois, on m'engueule déjà que je présente trop de bouquins en anglais, Alors, un français qui écrit en anglais, là, c'était pas prévu au programme, ça. Mais ceci dit, on en parlera de ça aussi, Sacha, parce que je pense que c'est un point ultra important dans le side project, et le fait que tu aies pris la langue anglaise n'est pas innocent. Non, c'est pas par hasard. Allez, on arrête de parler du gros sujet, on en parle après, puisque je pense que Francis, tu voulais conclure sur ton livre, tu avais autre chose à non, mais ajouter? je suis très intéressé par. Faudrait que je regarde un peu du côté de chez Sacha. Ah oui, bah chez Sacha, il y a du bon aussi, du très très bon. Il y a du lourd. Il y a du lourd. Mais j'avais. Mais il y a des choses qui sont peut-être un peu techniques. Peut-être le dernier. Ouais, le dernier est très technique. Ouais. Mais sinon, celui d'avant qui a super bien marché là, il me semble que je l'ai. Faudrait que je regarde. Je sais. Bon, Sacha, tu nous en parles après. Je vais laisser la main à Jérém qui va nous présenter. Parler de Basecamp, donc sachant qu'en plus, il faut savoir que Walking Web, on fait tout à partir de Basecamp, sachant que je ne connaissais, en tout cas, je connaissais, mais j'utilisais pas. Et depuis que Jérém nous a initié à ça, j'avoue que pour le travail collaboratif, c'est juste une tuerie atomique. Donc, Jérém, tu vas nous parler de ça. Ouais, alors résumé rapide, Basecamp, c'est créé par 37 Signals, c'est une agence, à la base, c'était une agence web de Chicago. Et ils faisaient plein de sites internet au siècle dernier. Et pour gérer leur projet, ils avaient décidé de créer un petit outil de collaboration et de gestion de projet. Un des fondateurs de 37 Signals est le créateur du framework Ruby on Rails, donc il l'a codé comme ça. Et ils ont commencé à utiliser ça entre eux, ils ont commencé à l'utiliser avec des clients, et puis les clients leur ont dit « mais c'est top ce truc, est-ce qu'on peut l'utiliser pour nous ?» Ils ont commencé à le licencier et du coup, c'est devenu leur activité principale. Ils ont totalement arrêté de faire du web. Ils font plus du tout de site et maintenant, ils font que des applications collaboratives. Donc, Basecamp en premier, c'est leur plus gros truc. Et puis après, ils ont iRise qui est pour la gestion de contacts et Campfire qui est pour du chat collaboratif. Mais donc, pour revenir à Basecamp, c'est un truc tout con. C'est vraiment de la gestion de projet très très simple, c'est-à-dire des listes de tâches, des fils de discussion. On peut uploader des fichiers texte, des images, des trucs comme ça. Et voilà, c'est tout con. Il n'y a pas de graphique de Gantt et d'autres conneries comme ça. C'est vraiment un outil fait pour les utilisateurs et pas forcément les chefs de projet qui font ça toute la journée. C'est vraiment le truc le plus simple. La preuve, c'est que Tony arrive à l'utiliser. Donc voilà, là, c'est carrément une attaque frontale. Je suis super vexé. Surtout aujourd'hui, quoi. Ouais, ah oui, c'est vrai, surtout aujourd'hui, ouais, parce que Sacha, tu ne le sais peut-être pas, mais c'est mon anniversaire aujourd'hui. Voilà. J'ai 18 ans. Voilà, je peux enfin conduire ma voiture. Je suis assez content. Donc oui, j'arrive à utiliser Basecamp, Jérém. Mais c'est vraiment un truc tout simple. Il y a des fils, tout marche. C'est surtout orienté fil de discussion. On peut commenter des tâches, des listes de tâches, des fichiers. Et on peut ou pas recevoir les notifications par email, parce qu'à la base, c'était fait pour désengorger un petit peu l'email que tout le monde utilise pour rien. Donc ça permet un peu de centraliser tout ça. C'est payant, bien sûr, parce que c'est un bon outil et que voilà, il faut bien qu'il mange. L'abonnement de base, c'est une vingtaine de dollars par mois.
On a 10 projets, je crois, des collaborateurs illimités. On doit avoir un truc comme 3 gigas, et puis après, ça monte à plusieurs centaines de dollars pour de la grosse corporation. Moi, je l'utilisais en freelance, je l'utilisais avec d'autres collaborateurs, on l'utilise dans mon agence, on l'utilise avec la Walking Web, avec mes autres groupes. Donc voilà, c'est vraiment top. On peut tout mixer. Enfin voilà, on peut avoir plusieurs comptes en même temps. Ouais. Chose importante, tu disais que c'est payant, mais ce qui est génial, c'est que moi qui n'ai pas payé, vu que tu m'as entre guillemets, je vais faire attention à mes mots, introduit dans Basecamp, moi je peux l'utiliser entre guillemets gratos. Enfin, en tout cas, je peux l'utiliser gratuitement à partir du moment où je suis dans le projet dans lequel je suis avec toi. Voilà. Donc ça, c'est quand même jusqu'à temps que Jérém t'envoie la facture. Ouais, j'ai peur de ce jour-là. Non, mais ça, c'est quand même génial, ça. Il suffit qu'il y ait une personne qui prenne un compte payant et donc après ils partagent. Donc là, on partage le projet Walking Web et donc tout le monde dans Walking Web peut utiliser sans forcément payer. Voilà, il y a juste moi qui paye. Francis, je crois qu'il l'utilise aussi pour ses projets. Donc voilà, il peut mixer son compte, il peut gérer ses projets d'un côté, Walking Web de l'autre. Moi, c'est pareil. Donc voilà. Après, ils ont. Ouais. Juste, je voulais dire, s'il y a un truc que je trouve génial, je pense pas que c'est apparu il y a longtemps, c'est la gestion de l'équipe et la gestion des clients. C'est-à-dire qu'on peut séparer l'équipe d'un côté et les clients de l'autre. Donc il y a des messages que l'équipe reçoit, que le client voit pas. Et à chaque message, on peut choisir qui voit les messages et tout ça. C'est vraiment sympa, quoi. Ça, c'est sympa. Ça permet vraiment d'inclure le client dans la gestion de projet si vous bossez dans une agence. Déjà, vous pouvez l'inclure dans des notifications email. C'est-à-dire que même s'il n'a pas de compte, il va pouvoir recevoir les notifications. Donc, pour envoyer des fichiers ou pour parler d'un projet, c'est intéressant. Mais là, c'est vrai que depuis quelques semaines, il y a une fonction où on peut définir des équipes projet et des équipes clients et dire si on veut que le client ou pas voit tout ce qu'on poste. Donc voilà, c'est assez intéressant. Pour les plus petits budgets, pour les plus petites équipes, ou si vous voulez juste gérer un truc entre amis, il y a Basecamp, je sais plus comment ça s'appelle, Simple ou je sais plus quoi. Non, c'est pas Classic. Classic, c'était celui d'avant. C'est une autre version de Basecamp, en fait, qui est pas sur abonnement mois par mois. Vous achetez un projet, ça coûte $25, une seule fois. C'est pas Personal ou quelque chose comme ça? Ouais, voilà, Basecamp Personal. C'est $25 une seule fois, vous avez un projet. Donc ça, si c'est pour gérer juste un petit projet entre potes, je crois que vous avez 5 ou 10 utilisateurs, je crois que c'est 5. Et donc ça peut être assez pratique pour commencer. Et puis après, voilà, vous pouvez passer à d'autres choses. Il faut faire gaffe dans ce que tu dis, hein, le truc où le client il est dans la conversation et moi j'oublie qu'il l'est parce que c'est une conf et puis tu dis c'est de la grosse merde ce produit, on en a plein le cul, client de merde. Ah ouais, là t'es mort là. Faut vraiment bien le préciser ça. Hein. Ouais. Donc voilà, Basecamp c'est pas mal. Après il y a d'autres solutions qui existent, qu'on voulu copier ou pas, comme disait Francis tout à l'heure. Basecamp reste quand même une référence. C'est pas le meilleur outil vraiment de gestion de tâches par exemple. Il y a d'autres choses qui seront beaucoup plus complètes, mais c'est un outil assez polyvalent et surtout qui aide à la collaboration et qui est vraiment utilisé par je ne sais combien de millions de personnes dans le monde. JP, qu'est-ce que tu as à dire à Basecamp? J'ai à dire que j'adore en fait cet outil. Et que pour l'instant j'ai pas encore pris d'abonnement, mais que je pense sérieusement à l'utiliser pour d'autres projets perso collaboratifs, parce que je trouve qu'il est vraiment super agréable à utiliser et que c'est vrai que pour l'utiliser sur The Walking Web, c'est quand même un outil super agréable. Et je trouve même que ce qui est intéressant, c'est que ça va même jusqu'à fédérer finalement des équipes, puisque on a cet espace qui est vraiment utilisé que par les membres du projet, et ça permet de non seulement s'organiser, mais aussi d'avoir des échanges qui peuvent aller un petit peu plus loin sur les projets. Et je veux dire, l'interface est très très simple, on peut s'échanger des fichiers très facilement, et je pense que vraiment c'est un outil où moi je paierai un abonnement sans problème, quoi. Voilà, on n'est pas en partenariat avec eux, mais vraiment c'est un outil que j'aime beaucoup. Et tu fais référence, c'est vrai que dans Walking Web on l'utilise à la base vraiment pour les épisodes, mais de plus en plus, que ce soit toi ou Francis, vous avez posté des choses par rapport à des projets un peu perso ou dans le travail, et c'est vrai que c'est un truc, c'est pas quelque chose qu'on envoie par mail parce que, je sais pas, c'est pas quelque chose qu'on ferait naturellement, alors que dans Basecamp tu vas mettre un petit truc comme ça, et effectivement le fait de pouvoir aller échanger et surtout poster des choses, parce qu'après Facebook le permet, par exemple avec le gang, nous on a ça parce que tout le monde n'est pas sur Basecamp, mais Basecamp
permet, je sais pas, c'est beaucoup mieux fait. Il y a un côté un peu plus pro, c'est-à-dire que on a un type de message qu'on poste sur Twitter, on a un type de message qu'on envoie par mail, un autre qu'on envoie aussi sur Facebook. Et ben j'ai découvert avec finalement Basecamp qu'il y avait un endroit où on pouvait aussi envoyer des messages différents, plus pro. Mais c'est vrai que quand on le fait sur Facebook ou même via un groupe Facebook, on n'a pas l'impression d'être dans un univers très pro, quoi. Et on n'a pas vraiment d'étendre. Et deux. Ni fermé. Oui, voilà, et ni fermé. Il y a aussi un peu ça. Sur Basecamp, on a vraiment l'impression d'avoir un espace un peu plus clos et d'être dans une ambiance beaucoup plus pro, quoi. Bon, mais bon, ça va. Enfin, moi, je sais que je communique tous mes projets, je les fais sur Basecamp avec tous mes clients. Les clients sont super contents d'utiliser Basecamp parce que les emails, ils s'y perdent quand il y a une pièce jointe. Faut retrouver l'email ou s'ils sont pas bien organisés. Tandis que là, sur Basecamp, ils ont un projet, tous les fichiers sont à un endroit, tous les documents sont à un autre. Enfin, tout est organisé. On se disperse pas, on est concentré sur ce qu'on doit faire. Et moi, vraiment, franchement, si aujourd'hui j'avais pas Basecamp, je sais pas comment je m'en sortirais pour gérer mes différents projets. S'il y aurait des folders dans les mails où il faut tout ranger et tout, là, il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. Tout arrive dans Basecamp, quoi. Je vois qu'il y a TheoTime sur Twitter qui nous parle aussi d'une application qui s'appelle DewTap. Je sais pas si, ce que je vois, ce que j'allais dire. Ouais. Et vous connaissez ça, DewTap? Sacha, tu connais ça? Non. Je connais pas du tout. Ouais, apparemment c'est une sorte aussi de Basecamp. Alors je sais pas, je connais pas du tout non plus, hein, donc il faudra aller voir. Et apparemment, on paye une seule fois $50, c'est ce que nous dit TheoTime. Donc effectivement, avoir du duettap.com. Il y a Podio aussi qui fait le même genre de boulot et je crois qu'il y a une version gratuite. C'est très bien foutu. Côté design, c'est bien aussi. Mais tu t'y perds parce qu'ils ont essayé de faire des choses un peu plus complètes et justement plus c'est complexe, moins tu l'utilises. C'est ça, c'est toujours le truc, le manque de simplicité. Et je voulais dire aussi une chose quand même que depuis longtemps je voulais dire par rapport à Basecamp, et je dis ça particulièrement par rapport aux designers. Je trouve la landing page en fait de Basecamp absolument atroce. Je comprends pas en fait qu'ils aient fait une page pareille quand on sait ce qu'il y a derrière en fait. Et je veux dire, moi je tombe là-dessus voilà, alors que je connais pas Basecamp, ça me donne pas du tout envie d'aller plus loin, je sais pas forcément à quoi ça sert, etc. Il y a un visuel qui a l'air de sortir tout droit d'une banque d'images, alors que visiblement c'est pas le cas. Cette page me laisse vraiment. Jérém, tu te dois de les défendre. Il faut que tu les défendes. Non, mais là je peux pas vraiment les défendre parce que depuis qu'ils ont sorti le Basecamp Next, ou je sais plus comment ils l'ont appelé, enfin la nouvelle version, leur site est assez bizarre parce qu'il n'y a pas de réelle navigation. Tu atterris sur des pages en naviguant d'une page en page, un petit peu comme sur le site d'Information Architect. Et du coup, tu n'as pas de navigation, tu peux pas retrouver les pages, je sais pas, d'aide ou de je ne sais quel autre truc que tu as trouvé par un lien qui t'ont mis sur Twitter. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Mais en fait, je leur fais confiance sur la faculté de transformation de ces pages parce que ça marche. Enfin voilà, ils ont fait des études, ils ont fait plein de tests, ils ont redesigné les pages plusieurs fois. Et puis les mecs qui sont là-bas, c'est quand même des cadors. Donc je leur fais confiance sur le fait que ça marche. Après voilà, nous, ça nous parle moins parce qu'on est des designers, mais il ne faut pas oublier que voilà, le Basecamp n'est pas forcément ciblé sur les designers. Il y a vraiment tout le monde qui peut l'utiliser. Ok, super. Bon merci Jérém pour cette présentation de Basecamp. Effectivement, il faut vraiment aller tester ça parce que c'est très sympa. Et Sacha, nous sommes à toi pour toutes les questions qu'on va te poser parce qu'on en a plein. On va vraiment parler donc dans ce gros sujet des side projects. Side projects, je répète, c'est vraiment quand on a des projets à côté de son taf habituel et qui sont souvent faits pour entre guillemets le kiff. On en parlait tout à l'heure, on en a parlé plein de fois dans Walking Web. Mais l'énorme différence, Sacha, c'est que aujourd'hui, je crois, il me semble que tu ne vis que de tes side projects et ça, c'est le kiff intégral. Donc j'aimerais que tu nous en parles. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ça? Alors, je ne sais pas si on peut encore appeler ça des side projects. C'est mon activité principale maintenant. Mais ouais, en fait, mon but depuis un moment, ça a été de faire la transition en fait depuis le freelance vers ce qu'on appelle le revenu passif, quoi. En gros, la vente de produits ou de services. Parce que bon, j'aime bien travailler en freelance, j'aime beaucoup faire du design, mais c'est vrai que si tu arrêtes de travailler, tu n'as plus de revenus, quoi. Tu peux pas trop prendre de vacances, ou alors il faut prévoir à l'avance.
et je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment cette sécurité fiscale que je cherchais. Alors qu'avec un bouquin ou un service, ou ça peut être des icônes ou n'importe quoi, là, il y a quand même de l'argent qui rentre, même si tu n'es pas devant ton ordinateur à bosser tous les jours de la semaine. Donc, c'était ça mon but. Et là, je pense que je peux dire que je suis arrivé à ce stade-là, quoi, notamment grâce à mon dernier bouquin, qui, voilà, ça me rapporte un salaire mensuel. Alors, c'est lequel ton dernier bouquin? Il s'appelle Discover Meteor. Ouais. Découvrez Meteor. Et Meteor, c'est un framework JavaScript assez récent, qui a un peu plus d'1 an et demi, je crois. Et donc, voilà, je me suis associé avec un développeur australien qui maîtrise vachement le framework. Et donc, ensemble, on a écrit ce bouquin, on l'a lancé en mai. Et ouais, il marche bien. Mais alors, c'est un bouquin qui est disponible en e-book, où il est. Voilà, c'est ça aussi l'énorme particularité de tes projets, c'est que là où écrire un bouquin, Francis, tu pourras nous en parler, mais on sait que c'est un travail de fou, que généralement l'éditeur, il nous donne 8 à 12%, c'est ça, Francis, à peu près, en gros? Ouais, 8, voilà, 10. 8 à 12%, En moyenne, 8-10%. Qui est complètement ridicule, et c'est d'ailleurs pour moi un scandale dans le monde un peu de l'édition, mais en même temps, il y a des coûts, etc. Et c'est vrai que toi, Sacha, du coup, tu as opté pour le format e-book, et du coup, c'est ça qui est super bien, je trouve, dans ton exemple, c'est que ça marche, quoi. C'est que les gens achètent vraiment ton bouquin, alors qu'on pourrait se dire que c'est facile de le pirater. Même si je suppose que il y a certainement des gens qui se l'échangent, mais ça prouve qu'on rentre un peu dans ce truc peut-être un peu collaboratif, etc. Et quelque part, comment t'expliques en fait que voilà, ils achètent vraiment ils font le geste d'acheter le bouquin au lieu, je sais pas, tout simplement de le pirater. Le prix? Non, parce que le bouquin est à $40, donc ce qui est plutôt plus cher que un bouquin Amazon ou un bouquin d'un éditeur traditionnel. Pourquoi ça marche? Déjà parce que comme le bouquin est plus cher, on a besoin de le vendre à moins de personnes. Donc on l'a vendu à peut-être 1500, 2000 personnes, je crois. Ce qui est déjà pas mal, mais du coup, un bouquin édité normalement, tu le vendrais à 2000 éditions, c'est même pas assez, j'imagine, pour rattraper l'avance de l'éditeur. Bah, généralement, je crois que c'est 1000 à peu près. Hein. Tu sais, c'est ça qui c'est assez énorme, c'est qu'on se rend compte généralement que c'est finalement assez peu dans le monde de l'édition. Mais ouais, déjà, c'est un très bon concept de vendre plus cher quelque chose, mais encore une fois, comment ça se fait que les gens achètent, tu vois? Enfin, moi, si tu veux, j'ai toujours du mal à me dire que les gens sont. Alors, le fait que tu sois sur de l'anglais, ça change certainement la donne, mais il y a tellement de tricheurs et de gens qui piratent les choses que tu te dis vraiment comment ça se fait qu'il y a quand même 1000 à 2000 personnes qui t'achètent ça. Enfin, je trouve ça génial et je suis assez admiratif de ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Après, même si on supposait qu'il y en ait 10 000 qui le piratent, à la limite, je m'en fiche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens qui l'achètent. Donc, faut pas avoir peur du piratage et tout ça. À mon avis, déjà, pour un truc vraiment de niche comme Meteor, les gens qui vont être intéressés, c'est des gens ça va les aider pour leur boulot, ça va peut-être les aider à avoir un job, donc ils sont prêts à investir. S'ils veulent pirater, je peux pas vraiment les en empêcher. Donc, en fait, je m'en préoccupe pas, quoi. Je sais qu'il y a une demande, je sais qu'il y a un marché, et après, le reste, c'est hors de mon contrôle. Ouais. Francis, tu voulais, ou Jérém? JP? Moi, je pense qu'un des arguments de vente des e-books, c'est déjà l'instantanéité de la possession de ce que tu achètes. Alors, toi, $40, c'est peut-être un peu cher. Enfin, je dis pas que c'est trop cher, hein, pas du tout, mais c'est vrai que tu as plein d'e-books. Moi, j'en ai acheté plein qui coûtent, je sais pas, $5, $10, $15, et tu l'as, voilà, en 5 secondes, tu l'as sur ton ordi, tu peux le mettre sur ton iPad, ton Kindle, ce que tu veux, et tu peux le lire tout de suite, quoi, plutôt que de te faire chier d'aller dans le magasin, ou de le commander sur Amazon. Donc ça joue, et je pense qu'il y a plein de designers américains notamment qui vendent des e-books. Je crois que l'autre fois j'en ai acheté un 1 ou 2 dollars, alors que c'est un truc qui fait une centaine de pages. Mais voilà, si tu en vends 10 000, bah, tu te rentabilises super bien, et tu sais que tu vas les vendre facilement parce que les gens vont cliquer et voilà, ils vont se dire ça coûte un café et bim. Alors, c'est pas évident d'en vendre 10 000 quand même. Ouais. Faire attention, si tu le vends vraiment 1 ou 2 dollars, ça va être très difficile d'être rentable, à mon avis. Ouais. Je pense que 40 dollars, ok, c'est peut-être un peu le haut du panier, mais
1 ou 2 dollars, c'est peut-être trop bas. Donc ça dépend, Ouais. selon les e-books, il y a un équilibre à trouver en fait. Alors justement, ça, comment tu détermines, toi, comment tu arrives à déterminer que tu vas vendre ton truc Alors là, on parle d'e-book, mais j'imagine que ça peut être n'importe quel service, n'importe quel, parce qu'on parle de side project, on verra que tu en as d'autres. C'est vachement dur justement de déterminer un prix de combien dans cette catégorie de personnes ils sont prêts à payer pour ça, quoi. Mais c'est la question que j'avais posée justement. Ouais. Pourquoi il y a certains e-books que tu vas vendre 40 dollars alors que d'autres, tu vas justement faire un prix beaucoup plus bas? Qu'est-ce qui détermine ça? Il y a beaucoup de facteurs qui déterminent ça. Pour Discover Meteor, en fait, déjà, on a passé beaucoup de temps dessus et on était deux. Donc, on savait qu'on voulait que ça soit un minimum rentable quand même. D'autre part, en fait, l'e-book, enfin, j'appelle ça un e-book, mais en fait, c'est une appli web aussi. Donc, c'est pas que un livre. Il y a une appli web qui sert de support en fait au livre. Donc, on a développé ça à partir de zéro. Et comme le livre, en fait, le sujet du livre, c'est comment construire une appli web avec Meteor. Il y a en plus le code de cette appli. Donc, en fait, c'est pas juste un livre, c'est vraiment Ah tout oui. un univers qui aide à apprendre ce framework. Donc ça permet de justifier en partie aussi le prix un peu plus élevé. D'accord. Et justement, sur tes anciens livres, tu t'étais à quel prix justement Alors, enfin, ouais, quels étaient les sujets et quels étaient les prix et est-ce que tout a été rentable? Trois questions en une. Alors, en fait, j'ai que 2 e-books. Hein. Ah, Ça, je pensais que tu en je avais suis- plus. Attends, ou alors j'ai vu que tu avais. Bon, il y en a un notamment avec lequel tu t'es quand même pas mal fait connaître, c'est le Step by Step ouais. UI Design. Alors, en fait, on voit que tu le vends à 5,99 $. Enfin, tu vois, c'est un prix quand même psychologique qui a l'air quand même très très réfléchi. Est-ce que, enfin, quel était l'objectif de ce projet-là? Est-ce que derrière il y avait la volonté aussi de faire un coup aussi un peu marketing? J'ai l'impression que tu l'abordes pas du tout de la même manière ce projet que le projet sur Meteor, par C'est exemple. vrai. Ouais, ouais. Oui, ça n'avait rien à voir parce que déjà, j'en avais jamais fait avant. Donc, j'avais aucune idée si ça allait marcher ou pas. Et c'est en partie pour ça que je l'ai vendu assez peu cher. En fait, au lancement, j'avais une promotion à 50%, donc je le vendais 3 dollars. 3 dollars pour l'édition de base et 6 dollars pour l'édition avec un fichier PSD. Mais il faut dire aussi que le livre lui-même est très court, quoi. Il fait une cinquantaine de pages. Donc, c'est aussi pour ça que je l'ai vendu moins cher. Et au final, c'était une bonne idée de faire ça parce que justement, le livre a bien marché et a pu toucher beaucoup de monde. Et c'est vrai que ça m'a aidé par la suite à faire connaître d'autres projets puisque j'ai pu récupérer les emails, j'ai pu Ouais. accumuler des followers sur Twitter, etc. En fait, quand tu construis un projet, il y a, j'imagine, bien sûr le contenu, ce que tu vas dire, mais est-ce que tu réfléchis aussi du coup à comment tu vas transformer, comment tu vas le présenter, comment tu vas le vendre, et comment aussi tu vas justement transformer. Bah, tu parles de contact. J'imagine qu'après, ça te permet après de faire la promotion pour des projets futurs, etc. Oui, parce que Ouais. j'en rajoute une couche en disant que dans l'édition, c'est un peu ce qu'ils te vendent. Ils te vendent ce côté, on va te distribuer, tu vas être dans toutes les Fnac, et du coup, on te prend un gros pourcentage pour ce côté pub, marketing, etc. Là, c'est sûr que quand tu pars de zéro, comment tu fais quoi? Comment tu fais connaître ton bouquin? Comment tu fais ton marketing en fait? C'est ce que demandait JP. Bah, au début, en fait, ce côté-là, j'en avais pas conscience du tout. Donc, je pense peut-être qu'on peut voir dans l'évolution de mes side projects. En fait, les premiers que j'ai faits, c'était des trucs simples, sans compte utilisateur, sans newsletter, sans email, sans rien. Et peu à peu, je me suis rendu compte que c'était pas plus mal en fait si je pouvais construire peu à peu pour que chaque projet en fait me fasse avancer moi aussi au niveau personnel quoi. Tout en remplissant un service, tout en étant une idée sympa, mais aussi que moi je puisse enfin, en fait c'est un investissement quoi. C'est ça, c'est que ça me permet pas de monétiser forcément, mais de d'obtenir un bénéfice du projet. Et ça, c'est quelque chose que ben, j'ai appris peu à peu quoi. Ouais. Parce que en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que dans tous tes side projects, enfin, moi, je te connais maintenant depuis un certain moment, et il y a tout un écosystème en fait qui tourne autour de Sacha Greff, parce que bien sûr, il y a les e-books, mais il faut aussi parler, par exemple, de Sidebar, qui est un projet assez récent, où là, on va dire, c'est de la sélection hein, d'articles. Tu fais participer des contributeurs.
c'est ça, hein, qui sélectionne finalement des articles. Et comment aussi, on est beaucoup on parle beaucoup de crowdsourcing, etc. Comment toi, tu utilises, on va dire aussi la communauté pour faire progresser tes propres projets? Ouais, bah, ça c'est un bon exemple parce qu'en fait, l'inspiration pour Sidebar au départ c'était Hacker News. Donc Hacker News qui est une communauté pour les startups, le développement, un peu tout ça. Et donc un de mes autres projets, j'en ai beaucoup, c'est Folio. Donc Folio c'est un projet, c'est une sorte de site d'annonce pour des boulots de design. Et le problème que je rencontrais, c'était que j'avais pas vraiment de plateforme pour faire la promotion de ce site. En fait, je pouvais poster sur Hacker News quand il s'agissait de code, de développement, tout ça, mais pour les projets plus design, bah, il n'y avait nulle part à part Twitter. Et c'est pour ça en fait que j'ai décidé de lancer Sidebar pour justement bah, créer moi-même cette plateforme, cette audience en fait qui me permettrait éventuellement faire la promotion de mes autres projets. On les listera, hein, tout ça. On listera tous les projets, toutes les choses que tu fais sur ton site qui est super sympa, qui est très orienté. Enfin, c'est très orienté mobile, je trouve, dans la présentation, etc. Et ouais, on s'aperçoit que tu as plein de choses, effectivement. Alors, est-ce que tous tes side projects aujourd'hui sont rentables ou on est vraiment sur la version, c'est l'e-book aujourd'hui quand on parle de side project rentable chez toi, Sacha, est-ce que c'est l'e-book principalement? Ouais. Alors, j'ai deux side projects, on va dire, pour lesquels j'espère pouvoir en vivre. C'est le livre et Sidebar. Voilà, les autres, soit il n'y a pas de monétisation du tout, soit ça marche pas très fort. Oui, parce que est-ce que tu as eu des gros échecs aussi? Parce qu'il faut aussi dire, j'imagine que on a tendance toujours à montrer ses succès, mais ça arrive pas non plus comme ça. Est-ce qu'il y a aussi des choses que tu as abandonnées, que tu testes et puis tu vas pas jusqu'au bout? Ouais, bah il y a The Toolbox, c'est un projet que j'avais fait pour un peu catégoriser tous les outils utiles, comme les générateurs de code CSS, etc. Ça, c'est pas un échec parce que ça a bien marché et ça a fait du buzz et tout, mais bah, je l'ai un peu laissé de côté parce que j'avais plus le temps, parce que je travaillais sur d'autres choses. Donc c'est un peu dommage quelque part parce qu'il y aurait eu du potentiel pour le développer plus. Alors d'ailleurs, il y a un côté, moi, que je me pose toujours, enfin moi ça m'est déjà arrivé plein de fois parce que je lance pas mal de trucs aussi à droite à gauche, des trucs qui marchent, des trucs qui marchent pas, etc. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, parce que moi ça c'est l'horreur, hein, que tu te bosses pendant genre 1 an sur un truc et pratiquement à 1 mois de la sortie, bam, il y a le truc qui sort aux US, qui fait un buzz de malade, qui déchire grave, qui fait tout ce que tu avais fait. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ça? Ouais, ça arrive. Je pense que ça arrive forcément. Enfin, bon, le projet dont je parlais, Folio, il doit avoir une dizaine de concurrents qui font exactement la même chose, en mieux. Donc, oui, je me dis ça tous les jours, mais bon, au bout d'un moment, on apprend à juste ignorer Ouais, voilà, c'est les ça. compétiteurs. Faut se dire que le principal compétiteur, c'est pas le projet Intel qui fait la même chose que toi, c'est le fait que les gens connaissent ni ton projet ni celui de l'autre personne, quoi. Il y a peut-être 99,99% des gens qui connaissent aucun de tous ces projets, donc tu as toutes tes chances en fait avec eux. D'ailleurs, Jérém, nous t'avons perdu. Dans l'espace. Jérém, tu as atteint Mars actuellement. Il est vachement bien les Daft Punk, hein, je trouve. Ouais, Mars, ouais, il a réussi à bloquer ses forces. Hein, puis il a un visage d'ange comme ça. C'est un gif pas animé là. C'est le gif pas animé. Ça s'appelle une image en fait. Jérém, je pense que si tu nous entends, Jérém, là-haut de Mars, tu peux essayer de reconnecter et on te récupère juste après. Je ne sais pas si je peux l'éjecter. Ah bah si, il est revenu là. Jérém, tu es là? Ouais, j'ai l'impression que tu as un petit problème de connexion. Ouais. Bon. J'ai une petite question. Ouais, vas-y, Francis. Je suppose que tu connais Drew Wilson. Ouais. Sacha. Qu'est-ce que tu penses? Enfin, moi, Drew Wilson, c'est un mec que j'apprécie beaucoup parce qu'il fait beaucoup de boulot, de side project comme ça, mais je trouve que il y a un moment où il lance trop de nouveaux services et qu'il n'est pas capable de les maintenir. Ah, complètement d'accord. Moi, j'ai utilisé déjà un ou deux de ces services et que quand je lui dis, bah, il y a ça qui fonctionne pas, il me dit, bah, tu sais, j'ai pas le temps, je fais trop de choses en même temps. Pareil, ça m'est arrivé aussi. Donc,
enfin, déjà, qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? Et s'il y a des gens qui veulent lancer des side projects un peu à gauche à droite, quelles limites avoir? Surtout au niveau des services, parce que bon, quand tu as un site comme The Toolbox, ou si tu rajoutes de nouveaux outils ou des choses comme ça, bon, tu peux en rajouter quand tu veux, bon, ça change pas grand-chose. Mais un service que tu vas faire payant, par exemple, pour les gens, ça demande du support, de la maintenance, des choses comme ça. Et bon, des gens comme Drew Wilson qui les accumulent, bah, à un moment, comment faire pour gérer tout ça, quoi? Bah, je connais pas personnellement Drew Wilson, mais je lui ai déjà parlé via Twitter, etc. J'ai l'impression que c'est un mec assez relax et qu'effectivement, il arrive à se détacher de ses projets passés et à lancer 3 nouveaux projets par mois ou quelque chose comme ça. Moi, je sais que je pourrais pas faire ça. Moi, si j'avais un truc à supporter et tout, comme c'est le cas pour Folio ou d'autres projets que j'ai lancés il y a quelques années, je me sens obligé d'assurer le support et voilà. Donc ça me limite. C'est vrai que c'est un truc auquel je pense tout le temps parce que je me dis, bon, bah, ok, j'ai telle nouvelle idée, mais si je lance ça, est-ce que j'aurai le temps de continuer à Voilà. maintenir Folio? Est-ce que je pourrais faire ça? Donc ça, c'est un Faut facteur peut-être faire des très choix, important, ouais. faut peut-être faire des choix difficiles des fois pour pouvoir Ah. réussir à Après, on retombe dans certain un, cap, quoi. on retombe dans un problème de rentabilité, hein. Si tu lances un service qui est rentable, tu peux avoir une équipe parce que ton service qui est rentable te permet d'avoir une équipe. Mais c'est ça qui est super dur, effectivement, c'est de lancer des choses où l'idée est bonne, mais comme tu dis, Francis, il y a le support, la gestion des mises à jour, tout ça, ça prend un temps fou. Et quand les side projects, généralement, on est un peu seul. Alors même si tu le fais en équipe et tout, c'est difficile sur le long terme de faire ça. Donc effectivement, je pense que c'est un point très très important dans le Et lancement même de side project, quoi. quand tu le fais à plusieurs, tu peux toujours avoir le type avec lequel tu le fais qui s'en va ou enfin, c'est pas toujours facile. C'est ce qui s'était passé pour Quixley justement de Drew Wilson où moi j'ai un peu pestiféré parce que l'outil n'était pas mis à jour. Il me dit oui mais le dev est parti. Alors dans ce cas-là, tu fermes le service et puis on n'en parle plus, quoi. Je veux dire, faut pas faire payer les gens pour un truc que tu sais que tu peux pas faire évoluer, quoi. Oui, et pourtant, je pense que Quixley était profitable. Hein. Je pense, Génial, moi, c'est un super outil, quoi. Et je pense que il avait des revenus via ça. Il aurait pu en faire. Bah, maintenant, il y a Gumroad. En fait, c'est assez marrant parce que Gumroad, donc, c'est un concurrent qui marche bien. Et Drew Wilson lui-même a lancé Spacebox, qui fait la même chose que Quixley. Exactement. Donc, ouais, c'est assez bizarre des fois quand même, je trouve. Pas bon. Jérém, je vois que tu es plus ou moins de retour. Est-ce que tu veux tenter de reposer ta question? Attention, à toi. Top. Il peut pas parler, le pauvre, c'est horrible. Ah si, là vas-y, on t'entend, Jérém. Ouais, c'est bon? Ouais, c'est bon, C'est là, bon. on t'entend. Ok. Donc Sacha, ouais, j'ai vu il y a quelques mois sur ta newsletter perso, donc pas sur Sidebar, mais sur ta newsletter à toi, tu avais balancé une salve de plein d'idées de start-up, de services, de plein de trucs que tu avais dans l'esprit en fait. Et je pense que plein de gens ont dû se dire, mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? Il est idiot, il est en train de nous donner toutes ces merveilleuses idées. Pourquoi est-ce qu'il communique là-dessus? Il va tout se faire piquer. Donc moi j'ai ma petite idée, mais est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce que tu as fait ça alors que, surtout en France, on est dans l'état d'esprit de dire, bah voilà, on garde tout pour nous, on ne communique rien, et dès qu'on a une idée, on n'en parle surtout pas. Tiens, je rajoute qu'il avait fait pareil, Patrice Cassard sur son blog où il cherchait des idées et il les donnait en live, quoi. Donc, c'est un peu le même délire. Ouais, j'avoue que c'est une bonne question, ça, Sacha. Ça valait le coup, Jérém, de survivre à la planète Mars. Sacha, dis-nous tout. Alors, j'ai fait ça justement pour me débarrasser de ces idées qui me tournaient dans la tête et éviter qu'elles me distraient trop de mes idées précédentes et mes projets précédents. En fait, le résultat de ça, c'était intéressant. D'une part, il y a pas mal d'idées où les gens m'ont dit « Ah ben en fait, ça existe déjà, on va voir ça. » Du coup, j'ai plus à le faire. Et il y a d'autres idées où les gens m'ont dit « Ah ben je vais travailler dessus, ça m'intéresse. » Et encore une fois, j'ai plus à le faire. Donc au final, j'ai pu me exorciser un peu quelques idées comme ça. Ouais. Et il y a des gens qu'on t'a fait sur les trucs que tu avais donnés? Tu as des exemples? J'ai pas d'exemple là en tête, mais il me semble que oui, il y avait des gens qui avaient au moins pris ça comme point de départ pour leur propre projet. Ouais. Marrant ça, sympa. Mais après, un truc dont je me suis rendu compte récemment là, c'est que quand on a une nouvelle idée, elle paraît toujours super bien, elle paraît toujours révolutionnaire. En général, si on attend une semaine
déjà une semaine après, on se dit ah mais en fait c'est pas si intelligent que ça. Donc le fait de parler de son idée, ça aide aussi à réfléchir, à prendre un peu de recul et à être moins séduit. Ce qui est fou, je trouve, dans ce truc-là, c'est de se dire, des fois, on est toujours, je pense, on est tous un peu dans le même profil, à se dire, mais mon Dieu, il faut que je trouve l'idée qui tue, machin. Et puis, effectivement, il y a tellement de trucs qui sortent en permanence que c'est difficile. Et quand on tient un truc, on se dit vraiment, on va faire les recherches sur Internet, machin et tout, et on voit pas de trucs qui existent. Donc, on se dit, ça tue. Et effectivement, le fait d'en parler avec d'autres personnes qui sont plus ou moins proches même du web ou pas, hein, on se rend vite compte que finalement cette idée qui peut paraître géniale, autant ça va pas du tout marcher parce que pour plein de raisons différentes, c'est vrai que c'est marrant ce truc-là de finalement ça part souvent d'une idée que tu as l'impression qu'elle t'arrive comme ça, quoi. C'est pas, enfin, chaque mois ça m'est arrivé beaucoup de fois où j'ai trouvé des bonnes choses à faire. Sans le vouloir en fait. Je sais pas si toi Sacha c'est un peu le truc, mais moi je sais que ça m'arrive beaucoup de fois dans ce cas-là, quoi. Ouais, c'est ça en général, c'est tu es en train de faire quelque chose et puis tu te dis ah si seulement il y avait une appli pour faire ça ou par exemple une appli que j'avais codée en une heure, c'était un truc après un meet-up, je trouvais qu'il manquait une manière pour les gens du meet-up de se communiquer. Donc j'ai fait une appli où les gens pouvaient simplement se loguer via Twitter pour rajouter leur compte Twitter sur une page. Un peu plus con, mais... C'est ce qu'ils ont fait en fait, comme ça s'appelle comment, Francis, tu le sais ça Twitter, ils ont sorti Ouais, c'est un peu ça, non, le principe de Brunch. Moi, je connais pas Brunch, mais ouais. Ouais, c'est pas plus complet, ouais. Ouais, c'est un truc où tous les comptes Twitter se réunissent sur une page, en gros, et tu communiques via une timeline. Enfin voilà, c'est un truc que Twitter a lancé. Une salle de conversation. C'est ça, salle de conversation. Ouais. Pour éviter de polluer les timelines de Marie et Julien. Ah putain, on a failli réussir. On a failli réussir à faire un putain d'épisode sans parler de Marie-Julien, mais non, Jérém, il a fallu que t'en parles. C'est dingue. Il est possible qu'il revienne un peu après, d'ailleurs. Ouais. Bon, s'il nous écoute, on lui fait de gros bisous, hein. Ou pas d'ailleurs. Hein. Mais pour coller principalement au sujet, je pense qu'il faut tout simplement qu'on dise que Walking Web, le podcast, c'est un side project. Et que quand Aurélien sur Twitter avait balancé la question « Est-ce que vous connaissez un podcast en français qui parle de web design ?» La question a tourné, on s'est tous dit « Bah non, il n'y en a pas, bah allez, hop, on le fait. » Alors ça a été long et laborieux, justement, sur Basecamp les premiers mois à motiver tout le monde. C'est toujours laborieux, d'ailleurs. Jérém, je te rappelle que c'est toujours laborieux, hein, c'est quand même c'est important. Hein. On a mis peut-être à peu près 72 ans à se décider à lancer le premier épisode. Mais voilà, au final, ça a lancé, ça fait des petits, et puis après, c'est pas forcément lié à ce que Sacha disait tout à l'heure, mais au moins on a balancé des trucs, et ça inspire peut-être d'autres, et voilà, donc c'est cool. Ouais, d'ailleurs, en plus, nous, pour le coup, on n'a pas du tout à chaque fois, on nous demande ça, mais on n'a aucune volonté ou idée pour l'instant de le monétiser. Il n'y a pas du tout ce côté-là de monétiser le truc. Donc, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure aussi, ce côté, on s'en fout de la rentabilité du truc. Un side project, c'est pas forcément quelque chose Un side project, c'est pas forcément quelque chose d'obligatoirement rentable. Hein. C'est pour ça qu'il peut y avoir une volonté de partage derrière. Tu voudrais dire que dans notre société, on peut partager gratuitement? C'est ça que tu veux dire? Ouais. Puis après, t'as toujours des trolls qui viennent te faire chier en te disant « Oh, c'est pourri. En fait, c'est complètement ça. Moi, mon but, c'est justement d'avoir des side projects qui me rapportent de l'argent pour pouvoir ensuite faire ce que je veux, faire des projets open source, faire des trucs juste pour le fun. C'est vraiment ça l'idée. Je suis pas du tout dans une démarche où je veux absolument tout rentabiliser. Complètement, mais c'est quand même. Non, mais en fait, je trouve que dans ce que tu as dit tout à l'heure, c'est très juste et c'est vachement bien d'avoir cette idée. Je pense que, moi, je suis un peu pareil dans cette idée à la recherche d'un truc qui pourrait se rentabiliser entre guillemets par lui-même, qui fait que tu peux éviter. Déjà, moi, je le fais beaucoup. Tous les clients chiants, je prends plus, et j'arrive aujourd'hui à faire un peu ça avec les clients que j'ai. Mais là où toi, tu vas plus loin, c'est que c'est même plus avec des clients, c'est vraiment des projets que toi tu lances et qui sont rentables par eux-mêmes et qui effectivement te donnent vachement de temps. Ça, je pense que c'est vraiment le Graal pour je pense qu'on est tous pareils là. On aimerait bien trouver un petit peu ce genre de projet à la fois kiffant et à la fois rentable. Ça, c'est ça défonce. Il y a les deux choses, il y a soit les choses rentables, soit les trucs qui prennent vraiment pas de temps. Et Sacha, t'en parlais bien peut-être plusieurs fois sur ton blog, des trucs que tu peux lancer en une soirée.
as une idée, voilà, tu poses un WordPress, tu fais un peu de CSS, tu mets un petit peu de contenu et ton truc, il est lancé en une soirée. Et du coup, t'as pas perdu beaucoup de temps, tu as juste oublié de mater les experts à la télé. Et voilà, ton truc, ton idée, elle est lancée, c'est sorti de ta tête. Après, ça vit pas, ça gagne de l'argent ou pas, c'est pas bien grave. Tu peux Et par développer. contre, qui te dit qu'il regarde pas les experts en replay? Il peut très bien regarder ça en replay. Hein. Je rappelle que Non, parce qu'il regarde autre chose. J'ai vu dans Offscreen que tu matais autre chose à la télé. Mais une question, est-ce que partir d'une idée, de vouloir faire quelque chose de rentable dès le départ, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est pas mieux de se focaliser sur l'idée et dire bon bah ça me plaît bien, je fonce, quitte à pas être sûr, enfin qui est pas forcément bon un e-book. Le but, il y a peut-être du partage, mais il y a aussi de la rentabilité, c'est normal. Mais pour un truc comme Sidebar, ça peut partir d'une idée uniquement dire bah tiens j'ai ça, on va le faire, et puis bon si après ça devient rentable, tant mieux. Mais je pense quand même, enfin moi j'ai l'impression que des fois des gens partent, bon là je mets les e-books de côté et les services un peu de côté, mais qui ont des side projects où le but premier est de rentabiliser, que finalement ils se plantent un peu parce qu'ils laissent un peu l'idée de côté et que celle-ci elle meurt un peu dans le. Est-ce que c'est ça le but du side project à la base, d'être Ouais. rentable? Moi j'ai toujours vu ça comme une bouffée d'oxygène aussi par C'est le rapport kiff quoi au à départ. son Enfin je sais pas. boulot, voilà. Mais le kiff peut être rentable. Bien sûr, exactement. bien sûr. Mais il faut commencer. Ouais, avant tout c'est le plaisir, quoi. Ah mais peut-être. complètement, on est d'accord. Hein. C'est le kiff avant tout, hein, de toute façon, de manière générale. Hein. Et après, comme on le disait au début, il y a de la rentabilité directe ou indirecte. Ça peut te créer des contacts, tu peux Tout à rencontrer fait, des ouais. gens. Complètement. Et voilà, le fait d'organiser des événements ou de faire des podcasts, voilà, comme on le fait, on gagne pas d'argent avec, mais enfin voilà, faut Ouais, pas on se est, le on est cacher, tu présent. gagnes Bah, en ça c'est aussi ça. notoriété, tu rencontres des gens et puis voilà, et tu peux trouver un boulot avec, tu peux trouver des clients, donc Ouais, Sacha, tu le disais très bien, mais moi, on a toujours tous fait ça aussi. Le fait, on en avait parlé dans un autre épisode de Walking Web, le fait de le marketing sur le web et à travers les réseaux sociaux, bah tout ça en fait partie. Effectivement, les side projects, le fait de partager des choses avec des gens qui kiffent ce que tu as fait et qui l'utilisent derrière, tu fais des contacts, tu fais des followers, même si entre guillemets on s'en fout, bah l'air de rien, effectivement, ça paye en termes de boulot derrière. Donc Voilà. ça, Donc, c'est vrai, on complètement. en revient au fait que finalement, quand on donne, on reçoit toujours en ouais. retour. Il ne faut pas forcément chercher à gagner quelque chose, quoi. Simplement se faire plaisir et partager. Ouais. Au final, Et d'ailleurs, bah, Francis vient de nous casser le délire parce qu'il vient de dire que ça fait 1h15 d'émission et il a complètement raison parce que on dépasse complètement. Sacha, tu nous inspires C'est mon côté germanique. comme c'était prévu. Mais oui, mais c'est bon. Après, tu as raison parce qu'en plus, on n'a pas parlé d'un truc très important. C'est tous les side projects que on nous a Ouais. envoyés. Alors JP, je sais pas si je sais que tu as Alors, un petit peu géré tout ça. Comment tu oui, alors Balance la sauce. on va vous mettre de toute façon la liste des side projects dont on nous a parlé. Je vais peut-être en parler de 3-4 assez rapidement. Donc pardon d'avance à ceux dont je ne parlerai pas, mais on mettra quand même les liens sur le site. Donc je vais d'abord parler du sujet, enfin d'un projet qui s'appelle Phototrack de Julien Dubedou, alias Marie-Julien, il revient. Alors qu'est-ce que c'est que Phototrack? En gros, c'est un site qui présente ses déambulations photographiques et qui sont géolocalisées. Pour faire simple, voilà, donc j'irai pas plus loin parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Un autre projet aussi de Nicolas Birkel qui s'appelle La Poudrière, qui est un projet de coworking à Nancy. Donc une bonne initiative aussi parce que le coworking, ça a quand même le vent en poupe de plus en plus en France. Et d'ailleurs, j'attire votre attention sur le fait que je crois qu'il a besoin d'aide en ce moment là parce que j'ai vu qu'il s'était fait planter par ses bénévoles et donc ça c'est pas bien quand on s'engage. Donc si vous voulez l'aider, voilà, c'est nbirkel sur Twitter. Et enfin, je vais vous parler aussi d'un dernier projet, d'un side project qui me tient à cœur, puisque en fait c'est la première conférence sur le mobile qui se passe à Saint-Étienne sur le développement, le design, qui s'appelle le Synthé Mobile Days, qui est organisé, je vais vous dire les dates, je sais plus, c'est en novembre, le 22 et 23 novembre,
à Saint-Étienne. Voilà, donc je vous invite à venir. D'ailleurs, il est possible que je fasse un petit concours pour gagner des places prochainement sur mon blog. Donc suivez ça de près. Et on retrouvera aussi dans les speakers, notamment Stéphanie Walter, qui est partout. Qui est venue. Stéphanie, voilà. qui est dans toutes les confins. Elle m'impressionne. Hein. En ce moment, voilà, elle tourne pas mal et on l'avait invitée donc à un épisode de The Walking Web. Voilà. Ok, j'ai une petite question encore, si je peux me permettre. J'aime bien parce que c'est le germanique qui te dit 1h15, mais par contre, dès qu'il y a une question en plus, il est là. Ouais, mais je pense que ça peut être intéressant. Vas-y, Sacha, on parlait de coworking et de choses comme ça. Vu que tu bosses uniquement sur des side projects, comment tu organises ta journée? Parce que quand tu as des projets clients, forcément, il faut être là pendant la journée, des choses comme ça. Mais quand tu fais que du side project, est-ce que tu as un horaire décalé? Est-ce que tu as une manière de travailler qui est un peu décalée? Comment ça se passe? Je dirais que j'ai pas de manière de travailler, c'est vraiment au feeling. En général, je travaille le matin, mais j'ai jamais eu de mal à me motiver. En général, c'est même le contraire, quoi. J'ai du mal à arrêter de penser à tous les 50 milliards de trucs que j'ai à faire sur mes différents projets. Donc, le matin, je me lève, je me dis, aujourd'hui, je vais faire ça, je m'y mets, et puis voilà, je bosse jusqu'à ce que j'en ai marre. C'est pas très organisé, mais ça t'offre une certaine liberté quand même d'avoir des side projects au niveau de l'organisation et du style de vie. Ça doit avoir un impact important quand même. Ouais, ça me permet d'habiter au Japon, ou ça me permettrait d'habiter ailleurs si je voulais. En fait, donc c'est très important pour moi, ouais. Et d'ailleurs, moi j'ai une autre question, parce que j'en profite aussi, puisque apparemment tout le monde pose des questions supplémentaires, donc moi je me lance aussi, puisque j'en ai parlé tout à l'heure, et ça c'est un point extrêmement important à mon avis, c'est le fait que tu fasses tout en anglais. Parce que nous, on a tous nos projets, enfin moi en tout cas, ce qui me concerne, j'ai mes projets à chaque fois en français, donc à chaque fois ça marche dans ce que je veux faire, mais en France, mais forcément c'est hyper limité, et j'ai toujours ce truc de me dire, il faut que je le fasse absolument en anglais, parce que je vais peut-être faire x10 sur ce truc-là, et j'en suis sûr, parce que à chaque fois qu'on a testé des trucs un peu comme ça a été le cas. Donc toi, t'as fait ce choix dès le départ, tout en anglais, et est-ce que tu étais anglophone, voilà, comment c'est venu ça? C'est vrai que je pense que je parle assez bien anglais, mais ça c'est venu parce que j'ai toujours lu en anglais. Déjà, il y a 10 ans, il n'y avait pas beaucoup de docs en français pour le truc du web, donc on était un peu obligé de lire en anglais, et en fait, j'ai jamais traîné sur les forums en français, c'était toujours les communautés, je sais pas, Slashdot, Hacker News, maintenant Reddit, et ça m'a formé peu à peu à ce que ça soit naturel d'écrire et de lire en anglais. C'est venu comme ça. Et niveau business, c'est la clé, non? En fait, moi je pars du principe que sur Internet, il n'y a pas de raison que les gens sachent si tu es français, anglais, indien, allemand. Non, mais le fait d'écrire tu vois, langage anglophone, tu vois, c'était comme les émissions de télé. À chaque fois, les émissions de télé en France, elles font, je sais pas moi, 1 million de personnes. Et quand tu vois le chiffre américain, c'est un truc de fou. C'est multiplié par fois 20, fois 30, et forcément, c'est plus rentable, quoi. Si j'avais écrit un livre sur Météor en français, je l'aurais vendu à 25 personnes, quoi. On est d'accord. C'est donc un point extrêmement important pour la rentabilité d'un projet. Le fait de se dire, on va d'abord le faire en anglais. Je pense que c'est peut-être une des clés que moi j'applique pas, mais que je vais vraiment appliquer maintenant, parce que c'est vrai que j'en ai un peu. Mais le web est international de toute manière. Le web, tout le monde. Enfin bon. Moi, nous, quand on avait fait notre boutique de thème WordPress, on nous avait dit qu'on on reniait notre patrie parce qu'on faisait pas ça en français, quoi. Bah oui, mais ça te montre le niveau d'intelligence de certains. Oui, mais quand même, après tu touches un point sensible. C'est vrai qu'il y a quand même en France, je veux dire, en écrivant ton truc en anglais, tu sais d'avance que tu te mets à dos, entre guillemets, plein de lecteurs français qui ne lisent pas anglais, et que tu fais chier avec ton anglais. On s'en branle. Non, mais oui, mais c'est vrai que c'est dur sur le truc. Enfin, imagine, tu vois, on faisait un walking web, on le fera en anglais. Alors, je sais qu'il y en a certes quelques-uns qui auraient des petits soucis au niveau de l'anglais. Je vise personne, puisqu'en fait, je sais pas si vous parlez tous bien anglais. Mais je parle de toi. Non, j'en sais rien en fait si tu parles bien anglais, mais je sais que les deux autres ils parlent, qu'ils sont en Suisse, donc ça compte pas. Hein. Mais bon, tout ça pour dire un bon exemple. En fait, juste pour dire un truc. Il y a déjà des podcasts de design en anglais, donc là, l'idée c'était de le faire en français, il y avait une demande pour ça. Ouais, c'est vrai. Moi, pour mon bouquin, il n'y a pas vraiment de demande pour un bouquin Météor en français, donc après c'est au cas par cas, je pense. Après, je ne suis pas en train de dire du tout que tous les bouquins et tous les podcasts doivent être en anglais. Hein.
Il y a Non, certainement une place pour des trucs en français, mais après, quand tu as besoin d'une grosse diffusion, faut vraiment y réfléchir, je pense. Il faut vraiment réfléchir à ça parce que. Mais ça dépend aussi parce que tu peux te noyer dans la masse aussi. Je veux dire, des bouquins, par exemple, si moi je prends mon exemple, écrire un bouquin sur WordPress en anglais, il y en a déjà des dizaines. Je veux dire, ça va être un parmi tant d'autres. C'est vrai. Tu vois. Donc, est-ce que ça vaut le coup de l'autre côté C'est encore comme disait Sacha, il faut qu'il y ait un besoin. Est-ce qu'il y a un besoin pour un podcast web en anglais ou d'un bouquin sur tel sujet en anglais ou même en français de l'autre côté, quoi. C'est vrai. Bon, les amis, on est à 1h20 d'émission. Je crois qu'on n'a pas fait le quiz, on n'a pas fait les WTF, on n'a rien fait, mais en tout cas, c'était passionnant. Merci énormément. Ah bah bien sûr, Sacha, j'allais te le proposer. D'accord. Pour clôturer sur le sujet des side projects, en fait, j'ai un conseil pour les auditeurs. J'ai 2 conseils. Ok. Premier conseil, c'est de faire un projet qui tient en moins de 10 heures. Parce que le principal obstacle des gens, je trouve, c'est qu'ils n'ont pas le temps de se lancer, en fait. Ils se disent toujours, ils remettent toujours à plus tard parce qu'en fait, ils voient trop grand et ils se disent, il faut des comptes utilisateurs, il faut un login, il faut ci, il faut ça. Alors qu'en fait, souvent, on peut faire un truc très simple, même sans base de données, sans rien, juste une page web simple et ça marche aussi bien. Donc ça, c'est mon premier conseil. Donc tu es favorable pour les minimal viable products, des choses comme ça? Exactement. Oui, parce que tout à l'heure ça a coupé, tu disais 10 secondes, c'est ça, les projets de 10 secondes. C'était quoi? J'ai pas entendu la 10 heures. Valeur en 10 heures, d'accord, c'est ça. Parce que 10 secondes, je me suis dit, putain, il est rapide le mec. Ça fait un gros épisode des experts. Ouais. Et deuxième conseil qui est important peut-être par la suite, c'est une fois qu'on commence à avoir peut-être 2 ou 3 side projects, essayer de voir comment ils peuvent un peu marcher ensemble et s'imbriquer. Par exemple, Sidebar, c'est un de mes side projects, je l'ai fait avec Meteor. Donc, par exemple, quand j'écris des nouveaux chapitres pour le livre, ça me pourrait utiliser ça pour Sidebar. Il y a une certaine cohérence. Ouais, vice versa. Ouais, faut que ça soit cohérent. Si on a 3 projets vraiment qui ont 3 audiences différentes, avec 3 technologies différentes, dans 3 langues différentes, n'importe quoi, là, ça devient vraiment difficile. Donc, Tiens, et dernière petite question, est-ce que tu as un side project en cours, là, un nouveau? Et j'ai peut-être un livre en cours. En fait, j'ai pensé qu'il manquait un livre pour prendre les clients par la main et leur expliquer le processus de travailler avec un designer de A à Z, en fait. Et je suis en train de réfléchir à écrire ça, ouais. Très intéressant. Cool. Et donc, bon exemple, ça serait complémentaire avec Folio, donc qui est mon projet pour aider les gens à trouver des designers. Il faut que je te parle de mon projet de Tumblr qui est très très proche de ton concept. À mon avis, ça peut s'appuyer dessus, quoi. Enfin, vraiment. Aime ton client.tumblr.com. Ouais, ou déteste. Moi, je ferais plutôt la version hardcore. Hein. Déteste ton client.com. Ça me va mieux ça. Un petit rappel pour les auditeurs quand même, le truc où il faut s'inscrire, c'est sidebar.io, donc sidebar.io. Tous les matins, vous recevez 5 liens qui sont toujours bien à checker. Il y a du front-end, il y a du design, il y a des choses un petit peu plus inspirationnelles. Et voilà, et du coup, c'est devenu la référence. Je dis pas ça parce que tu es avec nous, mais je pense que tout le monde ici, on est abonné. Tous mes collègues aussi, on est abonnés. Quand on se passe des liens qu'on a vus sur Sidebar, on se fout de la gueule des autres parce que, enfin voilà. Et je peux confirmer que passer sur Sidebar, c'est une porte vers d'autres cieux, quoi. Parce que c'est vraiment, il y a beaucoup de gens qui sont sur des blogs qui font référence à la matière et qui ont Sidebar, qui sont abonnés à Sidebar, et donc quand ça passe sur Sidebar, tu sais que... Du coup c'est cool parce que Sacha, du coup tu vas mettre l'épisode de Walking Web dans Sidebar là. Merci, hein, je savais pas que t'allais faire ça, mais... Je savais pas que t'allais faire ça, mais ah oui, c'est pas en anglais. Merde, putain, on est nuls les gars. On est vraiment pas bon en marketing. On peut faire une version sous-titrée. Ouais. On pourrait faire une version française de Sidebar, ça, il y a un marché je pense, et ça n'existe pas. Donc je cherche. Voilà une idée de side project pour... Jérém, vu que t'as rien à faire, tu t'y mets demain? Ouais, ou pas. Ou pas. Bon, allez les gars, merci à tous. Grand merci Sacha pour ta présence. Merci à vous. Sacha, c'était un vrai plaisir et super intéressant, super passionnant. Enfin, tout à et t'as droit de foutre une claque à Geoffrey dans la nuque si tu le vois. Je le vois demain, donc voilà. te gêne pas.
Moi, je propose un coup de pied latéral. Je préfère le coup de pied latéral pour Geoffrey. Non, tu lui feras des gros bisous. Hein. C'est bien dommage qu'il soit pas là ce soir parce que il nous a manqué quand même. Hein, voilà. Et, Donc, et je voudrais quand même aussi souhaiter un joyeux anniversaire à Tony. Merci. Parce qu'il faut le rappeler, c'est aujourd'hui. Donc, Même s'il n'y avait pas les stripteaseuses, désolé. Non, mais moi j'étais prêt à me déguiser, tu vois, en Monsieur Heisenberg. J'étais prêt pour m'enfuir. Attends, loin. sur Hangout, tu peux pas t'ajouter un petit gâteau en dessous, là, ou une connerie du genre? Oh là là, tu m'en demandes déjà trop là. Si, J'ai vu déjà. Google J'ai vu Hangout qu'il y avait- Toolbox, Il y a un pardon. nouveau truc de questions-réponses sur Google Hangout et ça, je pense qu'il faut qu'on regarde ça parce que ça a l'air intéressant. Mais bon, déjà, on arrive à faire la moitié de ce qu'on doit faire dans Walking Web sur Hangout. On va s'en tenir là. Bah, merci à tous. D'ailleurs, merci à tout le monde également de tous les gens qui m'ont souhaité mon anniversaire aujourd'hui. C'était un grand plaisir. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote. Je l'ai mis sur Twitter ce matin, mais j'ai appris. Alors en fait, pour tout vous dire, mon père un jour m'avait dit que j'avais été créé pendant la salsa du démon. Je ne sais pas si ça vous parle. Voilà, la salsa du démon. Donc bon, ça explique On va y déjà- aller, Tony. On va y aller. Ouais, pas mal de choses. Mais du coup, j'ai appris en fait que les gens nés le 23 septembre ont été créés le jour de l'an. Voilà. Ouais. Donc c'est une petite anecdote, mais ce qui explique beaucoup de choses. Hein, le fait que j'ai été créé pendant le jour de l'an. Je pense que l'alcool, tout ça, ça vient de là, Jérém. C'est pour ça. D'accord. Ok. Bon, allez, on conclut là-dessus. Merci à tous encore. Et puis, on se donne rendez-vous à Blend, il me semble. Hein, c'est la prochaine fois qu'on se voit, les amis. Et Semaine encore prochaine. merci encore Sacha. Et puis, à la revoyure, comme on dit. Yes. Ça marche. Allez, Allez. grosse bise à tous. salut. À Bonne bientôt. soirée. Ciao.